Mars 1796. Un jeune général de 26 ans arrive à Nice pour prendre le commandement de l'armée d'Italie. Napoléon Bonaparte n'a jamais dirigé de division. Son expérience militaire se résume au siège de Toulon 3 ans plus tôt et à la répression d'une révolte royaliste à Paris. Le Directoire, le gouvernement français de l'époque, vient de lui confier 30 000 hommes mal équipés avec une mission claire. Créer une diversion pendant que les vraies armées attaquent l'Autriche en Allemagne. Personne ne s'attend à grand-chose de ce front italien considéré comme secondaire. Les soldats qu'ils découvrent sont dans un état lamentable. Ils meurent de faim, portent des guenilles à la place d'uniforme, n'ont pas reçu leur solde depuis des semaines. Certains n'ont même plus de chaussures. L'indiscipline règne. Des soldats chantent des chansons royalistes. La maraude est devenue le seul moyen de survivre. Un régiment entier vient de se mutiner fin mars et a été dissous. Quand Bonaparte arrive au quartier général, les généraux qui sont censés obéir à ses ordres ne le saluent même pas. Masséna, l'un d'eux, est déçu de ne pas avoir reçu le commandement en chef. Augereau et La Harpe affichent ouvertement leur mépris pour ce petit Corse sorti de nulle part. Face à ces vieux routiers de la guerre, Bonaparte comprend qu'il doit imposer son autorité immédiatement. Il réorganise toute l'armée en 4 divisions au lieu de 9. Il nomme Berthier comme chef d'état-major, un officier méthodique capable de traduire ses idées complexes en ordre simple. Il ordonne la fonte de nouvelles pièces d'artillerie, contrôle personnellement les dépenses, réprime sévèrement les mutineries. Un officier qui a crié « Vive le roi » est traduit en cour martiale. Le 13e régiment de hussards est dissous pour indiscipline. Bonaparte rétablit la distance hiérarchique, abandonne les familiarités révolutionnaires. Les généraux comprennent rapidement qu'ils ont affaire à quelqu'un de différent. Le 3 avril, Bonaparte passe ses troupes en revue et leur tient un discours qui va entrer dans la légende. Il leur promet la richesse, l'honneur et la gloire en Italie. Les plaines fertiles du Piémont et de Lombardie n'attendent qu'eux. Après des mois de misère dans les Alpes, ces soldats ont enfin quelque chose à espérer. L'armée d'Italie, la plus jacobine de toutes les armées françaises, est prête à se battre. Les ennemis que Bonaparte doit affronter disposent de 70 000 hommes répartis en 2 armées. Les Piémontais, commandés par le général Colli et Provera, occupent l'ouest. Les Autrichiens, sous les ordres du vieux général Beaulieu, qui a 76 ans, et d'Argenteau, contrôlent l'est. Ces 2 armées sont séparées géographiquement, mais peuvent se rejoindre rapidement, si nécessaire. Les instructions du Directoire sont claires. Bonaparte doit simplement faire diversion. Les vraies opérations se dérouleront en Allemagne avec les armées de Jourdan et Moreau qui doivent marcher sur Vienne. L'Italie n'est qu'un théâtre secondaire. Bonaparte voit les choses différemment. Pendant qu'il était à Paris avant sa nomination, il a rédigé les plans stratégiques pour l'Italie au Comité de salut public. Il connaît le terrain, comprend les faiblesses de l'ennemi. Son idée est simple mais audacieuse. Frapper vite, séparer les 2 armées ennemies, les écraser l'une après l'autre avant qu'elles ne puissent se rejoindre, puis foncer sur Milan et Vienne. Personne ne croit qu'il peut réussir avec 30 000 va-nu-pieds contre 70 000 soldats professionnels. Mais Bonaparte a compris quelque chose que ses adversaires ignorent. La vitesse et la concentration des forces peuvent compenser l'infériorité numérique. Le 9 avril, Bonaparte lance son offensive sur la route de Gênes. Mais Beaulieu prend les devants et attaque à Voltry, près de Gênes, forçant les Français à se replier. C'est le premier test. Bonaparte réagit immédiatement. Il analyse la situation et comprend que l'ennemi vient de révéler ses positions. Argenteau commande le centre de l'armée autrichienne à Montenotte. C'est là qu'il va frapper. Le 12 avril 1796, Bonaparte lance toutes ses forces sur Argenteau à Montenotte. Le chef de brigade Rampon défend la position avec bravoure. Les généraux Masséna et La Harpe écrasent les Autrichiens qui reculent vers Dego et Sassello. C'est la première victoire de Bonaparte en Italie. Plus de 50 vont suivre jusqu'en 1815. Les pertes françaises sont minimes, quelques dizaines de morts seulement. Les Autrichiens perdent plusieurs milliers d'hommes. Le lendemain, 13 avril, Bonaparte ne laisse aucun répit à l'ennemi. Il attaque les Piémontais à Millesimo. Augereau conduit les troupes françaises à la victoire sur le corps de Provera. Les Sardes refusent d'abord de se rendre, mais finissent par capituler. Bonaparte fait preuve de clémence.
Il rend leurs officiers prisonniers sans demander de rançon. Cette générosité n'est pas gratuite. Il veut montrer aux Piémontais qu'ils ont plus à gagner en négociant qu'en continuant à se battre. Les batailles de Dego suivent les 14 et 15 avril. Bonaparte empêche définitivement la jonction entre les armées sardes et autrichiennes. Beaulieu, apprenant les désastres qui frappent des troupes, bat en retraite précipitamment vers Acqui. Provera est fait prisonnier à Cosseria. En moins d'une semaine, Bonaparte a séparé les deux armées ennemies et brisé leur coordination. Son plan fonctionne à la perfection. Le 21 avril, les Français écrasent les Piémontais à Mondovi. Le général Colli, qui commandait l'armée sarde, a tenté de se replier en ordre, mais Bonaparte le poursuit sans relâche. Tourné par sa gauche par le général Guilleux et attaqué de front par Sérurier, Colli fuit en désordre vers la Stura et Fossano. Il abandonne la ville et la citadelle de Mondovi. Les Français capturent 1300 prisonniers, dont 3 généraux et 4 colonels, 21 drapeaux et 8 pièces de canon. C'est la déroute complète pour le Piémont. Le roi de Sardaigne comprend qu'il ne peut plus résister. Le 25 avril, seulement 13 jours après le début de l'offensive, il envoie des émissaires demander la paix. Le 28 avril, l'armistice de Cherasco est signé. Bonaparte impose ses conditions. Le Piémont doit remettre 2 des 3 forteresses de Coni, Tortone et Alexandrie. Le traité de Paris du 15 mai officialise la sortie du Piémont de la guerre. La Savoie, Nice, les comtés de Tende et de Beuil passent à la France. En moins d'un mois, Bonaparte a accompli ce que personne n'imaginait possible. Il a battu une armée supérieure en nombre, forcé un royaume à capituler et ouvert la route de l'Italie. Mais ce n'est que le début. Avec le Piémont hors jeu, Bonaparte peut maintenant se concentrer sur les Autrichiens. Il ne leur laisse aucun temps de réorganiser leurs forces. Le 7 mai, il traverse le Pô à Plaisance, trompant Beaulieu qui s'attendait à ce qu'il passe à Valenza. Cette manœuvre d'une audace incroyable place l'armée française entre les Autrichiens et leur base de Mantoue. Beaulieu doit fuir précipitamment vers l'est pour éviter d'être encerclé. Le 10 mai 1796, Bonaparte arrive devant le pont de Lodi. Beaulieu a laissé le général Sebottendorf avec des troupes pour défendre ce passage stratégique sur l'Adda. Les Autrichiens sont retranchés de l'autre côté du pont, leurs canons pointés sur l'unique point de passage. C'est un piège mortel. Tout soldat qui tente de traverser sera fauché par les tirs d'artillerie. Bonaparte ordonne l'attaque. Les grenadiers français s'élancent sur le pont sous un feu nourri. Les boulets autrichiens fauchent les premiers rangs. Mais les Français continuent d'avancer. Bonaparte lui-même descend sur le pont pour encourager ses hommes. Berthier est à ses côtés. Après des heures de combat acharnés, les Français réussissent à forcer le passage. Les Autrichiens fuient en désordre, abandonnant leur position. C'est à Lodi que naît véritablement la légende de Bonaparte. Ses soldats lui donnent le surnom de Petit Caporal, en reconnaissance de son courage et de ses talents militaires. Il a combattu avec eux, partagé les mêmes dangers. Ce jour-là, Bonaparte comprend qu'il n'est plus un simple général parmi d'autres. Il se voit désormais comme l'un des grands hommes de la République, celui dont l'ambition ne pourra être contenue que par la création d'un nouvel empire. Mais pour l'instant, Milan l'attend. Le 15 mai, Bonaparte entre triomphalement à Milan par la Porta Romana. La population l'accueille en libérateur. La Lombardie vient de tomber. Le jeune général s'installe au palais Serbelloni et commence à administrer les territoires conquis. Il ne se contente pas de victoires militaires. Il crée des institutions, réorganise l'administration, met en place un système de contribution de guerre qui va remplir les caisses de l'armée et du directoire. Mais toute l'Italie ne partage pas l'enthousiasme milanais. À Pavie, des prêtres incitent la population à la révolte. L'émeute est réprimée durement, mais Bonaparte prend soin d'épargner les personnes étrangères à la rébellion. Il comprend que la terreur aveugle ne sert qu'à créer plus d'ennemis. Les victoires rapportent aussi de l'argent. Bonaparte peut enfin payer ses soldats, améliorer leur équipement, renforcer l'armée. Les contributions de guerre imposées aux villes italiennes s'élèvent à près de 46 millions de francs pour l'année 1796. Une partie seulement parvient à Paris, le reste servant à financer l'armée et à enrichir certains généraux. Bonaparte envoie également des œuvres d'art, des bijoux, des tableaux au directoire.
Ces richesses aident le gouvernement français à sortir de la crise financière causée par l'effondrement des assignats. Le Directoire, satisfait des résultats, commence néanmoins à s'inquiéter. Bonaparte prend trop d'initiatives. Il négocie directement avec les États italiens, crée des républiques, agit comme un souverain indépendant. On lui demande de partager son commandement avec le général Kellermann, mais Bonaparte refuse. Il menace de démissionner. Le Directoire recule. L'armée d'Italie appartient désormais à Bonaparte. À partir du 15 juillet 1796, Bonaparte met le siège devant Mantoue, la plus puissante forteresse autrichienne d'Italie. Près de 10 000 Autrichiens se sont concentrés dans la ville. Le général Serrurier dirige le siège avec d'abord 9 000, puis 40 000 hommes. Mais prendre Mantoue ne sera pas facile. L'Autriche ne peut accepter de perdre l'Italie du Nord. Elle envoie une première armée de secours commandée par le maréchal Wurmser. Ce vétéran aguerri arrive de Vienne début juillet avec une armée composée de Croates, de Hongrois et d'Allemands. Les Italiens qui espéraient se débarrasser des Français reprennent espoir. Toutes les relations diplomatiques sont rompues. Bonaparte réagit avec sa rapidité habituelle. Il lève le siège de Mantoue pour attaquer Wurmser avant que ses colonnes ne puissent se rejoindre. Le 5 août, à Castiglione, l'armée française remporte une victoire éclatante. Bonaparte passe la nuit au quartier général situé Piazza Colonna. Les Autrichiens perdent des milliers d'hommes. Wurmser bat en retraite, mais l'Autrichien reconstitue ses forces et revient à l'attaque en septembre. Bonaparte le bat à nouveau à Bassano le 8 septembre. Avec 20 000 hommes, les Français sont en supériorité numérique face aux 11 000 soldats de Wurmser. Le maréchal autrichien abandonne de nombreux canons et chariots. Les Français font 2 000 prisonniers. Wurmser est contraint de se réfugier dans Mantoue avec les restes de son armée. Le siège reprend. L'Autriche tente une troisième fois de sauver Mantoue. Le général Alvinzi reçoit le commandement d'une nouvelle armée de 47 000 hommes. Il adopte une stratégie napoléonienne. Séparer les forces françaises pour les écraser une à une. Son plan est intelligent. Il divise son armée en 2 corps. L'un attaque au nord près de Vérone, l'autre au sud pour débloquer directement Mantoue. Bonaparte distribue ses troupes de manière à pouvoir réagir rapidement selon l'endroit où l'ennemi frappe. Le 15 novembre, Alvinzi lance son offensive au nord. Les combats font rage pendant 3 jours entre Ronco et Arcole. Le pont d'Arcole, qui traverse l'Alpone, devient le théâtre de l'un des combats les plus célèbres de la campagne d'Italie. La ville d'Arcole est entourée de marais. Un seul pont permet de traverser la rivière. Le général autrichien Alvinzi a placé ses troupes de l'autre côté pour empêcher les Français de passer. Les canons autrichiens commandent le pont. Toute tentative de traverser se transforme en massacre. Le 15 novembre, Bonaparte ordonne l'assaut. Les Français s'élancent sur le pont sous le feu ennemi. Les premiers rangs tombent. Les suivants continuent d'avancer. Bonaparte descend lui-même sur le pont, un drapeau à la main, pour entraîner ses hommes. Mais l'attaque échoue. Les pertes sont terribles. La nuit tombe sans que les Français aient pu prendre le pont. Le lendemain, Bonaparte tente une manœuvre de flanquement. Pendant que certaines troupes attaquent le pont de front pour fixer l'ennemi, d'autres tentent de traverser la rivière plus au nord. Les combats reprennent avec une violence inouïe. Les soldats se battent dans les marais, dans l'eau jusqu'à la taille. Chaque mètre de terrain est disputé. À la fin de la journée, la situation reste indécise. Le 3e jour, 17 novembre, Bonaparte décide de tout miser sur une dernière attaque. Il fait sonner les trompettes sur les flancs pour faire croire à l'ennemi qu'il est encerclé par des renforts français massifs. Les Autrichiens, déjà épuisés par 2 jours de combats acharnés, paniquent. Ils commencent à battre en retraite. Les Français franchissent enfin le pont et se lancent à la poursuite de l'ennemi. La victoire d'Arcole coûte cher aux Français, mais elle sauve le siège de Mantoue. Alvinzi est obligé de se replier. Cependant, le général autrichien n'abandonne pas. Il trouve que cette victoire de Bonaparte a été chanceuse alors que les effectifs français étaient bien inférieurs aux siens. Il décide de tenter un dernier assaut pour sauver Mantoue. Début janvier 1797, Alvinzi a reconstitué une nouvelle armée de secours de 47 000 hommes. L'objectif prioritaire du haut commandement autrichien est la libération de Mantoue, où le général Wurmser, enfermé depuis septembre avec son armée, commence à manquer de tout. Alvinzi met sur pied une stratégie inspirée de celle de Bonaparte lui-même.
séparer les forces ennemies pour les écraser une à une. Son plan est ambitieux. Il divise son armée en plusieurs colonnes qui doivent converger sur le plateau de Rivoli et prendre en tenaille la division française du général Joubert. Pendant ce temps, un autre corps autrichien commandé par Provera doit foncer directement sur Mantoue pour la débloquer. Si tout se passe comme prévu, Bonaparte devra diviser ses forces et sera battu sur les deux fronts. Le 12 janvier, Alvinzi attaque Joubert avec 28 000 hommes. Le général français, à la tête de seulement 10 000 soldats, résiste toute la journée puis se replie sur le plateau de Rivoli. Bonaparte, qui surveille la situation depuis son quartier général de Vérone, comprend immédiatement que c'est là que se jouera la bataille décisive. Il ordonne à Masséna de quitter sa position au sud-est et de marcher à marche forcée vers Rivoli. Lui-même part rejoindre Joubert avec toutes les forces disponibles. À 2 heures du matin, le 14 janvier, Bonaparte arrive sur le plateau de Rivoli. Il fait immédiatement positionner son artillerie et ordonne à Joubert de reprendre la chapelle San Marco, point stratégique dont la prise coupe les communications ennemies entre le plateau et la vallée. L'attaque est lancée à 4 heures du matin. Mais Bonaparte n'a rassemblé que 15 000 hommes contre les 28 000 d'Alvinzi. Le général autrichien a commis une erreur fatale en divisant ses forces. L'une de ses colonnes, commandée par Lusignan, devait faire un grand mouvement tournant par l'ouest en passant par des montagnes couvertes de glace et de neige. Mais les conditions hivernales rendent la progression quasi impossible. Lusignan ne pourra pas participer à la bataille. Malgré tout, les Français sont en cruelle infériorité numérique. À 9 heures du matin, les brigades autrichiennes de Koblos et Liptey contre-attaquent les positions françaises sur les hauteurs de Trambazor. Une autre colonne tente de tourner la droite française par les gorges de Rivoli. Sur le flanc droit, Vukasovic avance sur la rive est de l'Adige et établit des batteries face aux Français. Les troupes de Kwasdanovic forcent les Français à abandonner le village d'Osteria. À 11 heures, la position de Bonaparte devient désespérée. Les munitions commencent à manquer. L'encerclement devient une menace sérieuse. Une colonne autrichienne sous Lusignan est en train de couper la retraite française au sud de Rivoli. Bonaparte se retrouve pris au piège. Son état-major s'affole devant ce spectacle catastrophique. Mais Bonaparte reste calme. Il observe le champ de bataille et répète 4 mots. « Ils sont à nous ». Ses officiers le regardent avec incrédulité. Comment peut-il dire cela alors que la défaite semble certaine? Bonaparte a vu ce que les autres n'ont pas vu. Les colonnes autrichiennes victorieuses sont désorganisées par leur avancée dans un terrain accidenté. Elles ne sont plus formées en unités cohérentes. Et surtout, Masséna approche. À 9h30, le canon tonne à l'ouest. Des troupes fraîches dévalent des versants. C'est Masséna qui vient de rallier le champ de bataille après une marche forcée éprouvante. Son armée a parcouru 148 km en 2 jours, dont les 12 dernières heures sans s'arrêter. Bonaparte écrira plus tard que ses soldats ont surpassé la vitesse des légions de César. L'arrivée de Masséna change tout. Il consolide immédiatement l'aile gauche française et fait reculer Liptey. Bonaparte lance alors sa cavalerie dans une charge décisive contre les Autrichiens désorganisés. Les soldats ennemis, pris de panique, commencent à reculer. La retraite se transforme en déroute. Le 15 janvier, Joubert renouvelle l'attaque et poursuit les ennemis défaits. Les colonnes autrichiennes sont presque entièrement détruites. Les survivants fuient en désordre dans la vallée de l'Adige. Alvinzi a perdu 4 000 tués ou blessés et entre 8 000 et 10 000 prisonniers. Les Français ont perdu 2 200 hommes tués ou blessés et 1 000 prisonniers. La victoire française est totale. Pendant ce temps, le corps de Provera avait réussi à atteindre les abords de Mantoue. Le 13 janvier, avec 9 000 hommes, il traverse au nord de Legnano et fonce directement sur la forteresse. Dans la nuit du 15 janvier, il envoie un message à Wurmser lui demandant de sortir de la ville pour une attaque concertée. Le 16 janvier, quand Wurmser attaque, il est repoussé dans Mantoue par Sérurier. Les Autrichiens sont pris en tenaille. Devant eux, Masséna, qui vient d'arriver de Rivoli en marche forcée, derrière eux, la division d'Augereau. Provera est obligé de se rendre avec toute son armée. La bataille de Rivoli est le chef-d'œuvre tactique de Bonaparte. Avec des forces inférieures, il a su exploiter les erreurs de l'ennemi, utiliser la rapidité de ses troupes et l'arrivée parfaitement synchronisée des renforts
pour transformer une situation désespérée en victoire éclatante. Masséna recevra plus tard le titre de duc de Rivoli en reconnaissance de son rôle décisif. Bonaparte le surnomme « l'enfant chéri de la victoire ». Le 2 février 1797, après 6 mois de siège, Mantoue capitule enfin. Wurmser se rend avec les 16 000 hommes qui lui restent. La dernière place forte autrichienne en Italie du Nord est tombée. Avec la chute de Mantoue, plus rien n'arrête Bonaparte. Il crée le 15 octobre 1796 la République cispadane qui réunit Bologne, Modène, Reggio et les États de Ferrare. Cette création marque les prémices du nationalisme italien. Bonaparte ne se contente pas de conquérir. Il organise, administre, crée des institutions politiques qui survivront longtemps après son départ. Le pape Pie VI, maintenant privé d'alliés, n'a plus le choix. Le 19 février 1797, il signe la paix de Tolentino. Les États pontificaux cèdent définitivement Avignon et le Comtat venessin à la France, ainsi que les légations de Bologne, Ferrara et Romagne. Le pape doit aussi payer un tribut annuel de 30 millions de francs. Bonaparte marche ensuite sur Vienne. Il fait franchir la Piave, puis le Tagliamento à son armée. Les Autrichiens tentent une dernière offensive en mars 1797, mais sont repoussés. L'armée française se retrouve à moins de 100 km de la capitale autrichienne. L'empereur François II comprend que continuer la guerre est inutile. Le 2 avril 1797, l'Autriche demande un armistice. Les négociations se déroulent à Leoben. Bonaparte négocie directement avec les représentants autrichiens, dépassant largement ses prérogatives. Le Directoire a envoyé le général Clark à Vienne pour mener les négociations officielles, mais c'est Bonaparte qui impose ces conditions. Le 17 avril 1797, les préliminaires de Leoben sont signés. L'Autriche reconnaît la perte de la Belgique et du Milanais. En échange, elle reçoit la partie orientale de la République de Venise, que Bonaparte vient de rayer de la carte après plus de 1000 ans d'existence. Le traité définitif est signé à Campo Formio le 17 octobre 1797. L'Autriche cède officiellement les Pays-Bas et le Milanais à la France et reconnaît à celle-ci des droits à l'annexion sur la rive gauche du Rhin. La première coalition contre la France est dissoute. La guerre qui durait depuis 1792 est terminée. La France a gagné. Du 24 mars 1796 au 17 avril 1797, en un peu plus d'un an, Bonaparte a accompli ce que personne ne croyait possible. Avec une armée mal équipée et en infériorité numérique, il a battu 7 armées austro-sardes successives. Il a conquis l'Italie du Nord, créé 2 républiques, forcé le pape à négocier, fait plier l'Autriche et mis fin à la première coalition. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'armée d'Italie a livré 18 batailles majeures et des dizaines de combats plus petits. Elle a capturé 150 000 prisonniers, 170 drapeaux, 550 pièces d'artillerie. Les contributions de guerre imposées aux États italiens se sont élevées à des dizaines de millions de francs. Des centaines d'œuvres d'art sont parties pour Paris, dont les chevaux de Saint-Marc de Venise et des tableaux de Raphaël, Véronèse et Titien. Mais les conséquences dépassent largement les victoires militaires et le butin. Bonaparte a révélé au monde un nouveau type de guerre. Ses principes tactiques vont révolutionner l'art militaire. Concentration des forces au point décisif, rapidité des mouvements, exploitation impitoyable des victoires, refus de laisser l'ennemi respirer. Ces généraux, Masséna, Augereau, Lannes, Berthier, ont montré ce que pouvaient accomplir des officiers capables d'initiatives audacieuses. La campagne d'Italie a aussi révélé les talents politiques de Bonaparte. Il a négocié directement avec des souverains, créé des États, réorganisé l'administration de territoires entiers. Il a montré qu'il était capable de diriger non seulement une armée, mais aussi un pays. Le Directoire a compris trop tard qu'il avait créé un monstre. Le général qui était censé créer une simple diversion est devenu le héros de la France, l'homme le plus populaire du pays, celui dont l'ambition ne connaît plus de limites. Les généraux qui le méprisaient à son arrivée sont maintenant ses fidèles. Les soldats qui refusaient de le saluer sont prêts à mourir pour lui. Il a transformé une armée de va-nu-pieds affamés en une machine de guerre redoutable. Le surnom de Petit Caporal est devenu un titre de gloire.
Les victoires de Montenotte, Lodi, Arcole et Rivoli sont entrées dans la légende. L'Autriche, la plus grande puissance continentale après la France, a été humiliée. Elle a perdu l'Italie, la Belgique et reconnu la domination française sur la rive gauche du Rhin. La carte de l'Europe a été redessinée par un général de 27 ans. Les monarchies européennes ont compris qu'elles faisaient face à quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elles ne savaient pas comment combattre. Le retour de Bonaparte en France en décembre 1797 est triomphal. Le Directoire organise une grande cérémonie au Luxembourg pour célébrer ses victoires. Mais le gouvernement français est inquiet. Bonaparte est devenu trop puissant, trop populaire, trop indépendant. Il a mené sa campagne comme un souverain, pas comme un général au service de la République. Il a négocié des traités, créé des États, imposé sa volonté aux puissances européennes. Le Directoire cherche rapidement à l'éloigner de Paris. On lui propose de commander l'armée d'Angleterre qui se prépare à envahir la Grande-Bretagne. Mais Bonaparte a d'autres plans. Il va convaincre le gouvernement de le laisser partir en Égypte pour couper la route des Indes à l'Angleterre. Cette nouvelle expédition sera un échec militaire, mais un succès politique. Elle maintiendra Bonaparte loin de Paris juste assez longtemps pour que le Directoire se discrédite complètement. 2 ans après son retour d'Égypte, Bonaparte renversera le Directoire par le coup d'État du 18 Brumaire. Il deviendra premier consul puis empereur. La campagne d'Italie aura été la première étape de son ascension vers le pouvoir absolu. C'est là qu'il a appris qu'avec de l'audace, de l'intelligence tactique et une armée dévouée, rien n'était impossible. En Italie, Bonaparte a aussi compris le pouvoir de la propagande. Il a créé 2 journaux pour diffuser ses victoires, le Courrier de l'armée d'Italie et la France vue de l'armée d'Italie. Ces publications racontèrent ses exploits, exagéraient ses succès, construisaient son image de héros invincible. Chaque victoire était célébrée, chaque bataille devenait épique. Les Français découvrirent les exploits de leur jeune général dans des récits soigneusement élaborés. Cette maîtrise de la communication politique était aussi importante que ses talents militaires. Bonaparte savait que la guerre se gagnait aussi dans l'opinion publique. Il envoyait régulièrement des rapports au Directoire, mais publiait en même temps des bulletins destinés au peuple français. Il se présentait comme le sauveur de la République, le défenseur des valeurs révolutionnaires en Italie. Les républiques qu'il créait en Italie servaient aussi sa propagande. La République cispadane, puis la République cisalpine, montraient que la France exportait la liberté et les Lumières. Bonaparte se présentait comme un libérateur, pas comme un conquérant. Cette image était partiellement vraie. Il abolissait les privilèges féodaux, établissait l'égalité devant la loi, introduisait les réformes de la Révolution française. Mais il pillait aussi systématiquement les villes conquises, imposait des contributions de guerre écrasantes, réquisitionnait les biens de l'Église. Cette double nature de la conquête napoléonienne allait caractériser tout son règne. D'un côté, il modernisait, réformait, apportait l'administration efficace et les principes révolutionnaires. De l'autre, il imposait sa domination par la force, exploitait économiquement les territoires conquis, n'hésitait pas à réprimer brutalement toute résistance. Les victoires de Bonaparte en Italie doivent aussi beaucoup aux erreurs de ses adversaires. Les généraux autrichiens et sardes ont commis des fautes stratégiques majeures qui ont facilité sa tâche. La plus grave a été de disperser leurs forces au lieu de les concentrer. Beaulieu et Colly auraient dû écraser Bonaparte s'ils avaient coordonné leurs actions dès le début de la campagne. Mais ils ont opéré séparément, permettant au général français de les battre l'un après l'autre. Wurmser a répété la même erreur lors de sa tentative de débloquer Mantoue. Au lieu de concentrer toutes ses forces pour une attaque décisive, il les a divisées en plusieurs colonnes qui ont pu être battues séparément. Alvinzi a fait encore pire à Rivoli en dispersant son armée en 5 colonnes différentes sur un terrain difficile, rendant toute coordination impossible. Les Autrichiens ont aussi sous-estimé la rapidité des mouvements français. Habitués à une guerre de position et de siège, ils n'ont pas su s'adapter à la guerre de mouvement que pratiquait Bonaparte. Quand ils apprenaient qu'il était à un endroit, il avait déjà déplacé son armée ailleurs. Cette mobilité exceptionnelle de l'armée d'Italie venait de plusieurs facteurs. Des troupes légères et peu encombrées de bagages, un commandement unifié capable de prendre des décisions rapides, et surtout un général qui n'hésitait pas à exiger l'impossible de ses soldats.
Les communications entre les différentes armées autrichiennes étaient lentes et inefficaces. Le haut commandement à Vienne donnait des ordres qui arrivaient trop tard sur le terrain. Les généraux autrichiens manquaient d'initiative et attendaient des instructions au lieu de réagir aux circonstances. Bonaparte, lui, prenait ses décisions sur place, immédiatement, sans attendre l'avis du directoire à Paris. Enfin, le moral des troupes a joué un rôle décisif. Les soldats français, malgré leur dénuement initial, croyaient en leur cause. Ils se battaient pour la République, pour la Révolution, pour leur survie aussi, car la défaite signifiait souvent la famine. Les Autrichiens et les Sardes combattaient pour leur roi et leur empereur, mais sans l'enthousiasme révolutionnaire des Français. Après chaque défaite, leur morale s'effondrait un peu plus, tandis que les Français gagnaient en confiance. Le succès de Bonaparte s'explique aussi par l'organisation révolutionnaire de l'armée française. Les réformes militaires entreprises depuis 1789 avaient créé une machine de guerre redoutable. La levée en masse décrétée en 1793 avait mis sur pied des armées de citoyens soldats qui remplaçaient les petites armées professionnelles de l'Ancien Régime. Cette armée nouvelle fonctionnait différemment. Les soldats n'étaient plus des mercenaires mais des citoyens qui défendaient leur pays. Les officiers n'étaient plus choisis selon leur naissance, mais selon leur mérite. Bonaparte lui-même était l'exemple parfait de cette méritocratie, un Corse sans fortune qui était devenu général à 24 ans grâce à ses talents. L'organisation divisionnaire adoptée par l'armée française permettait une flexibilité tactique sans précédent. Au lieu d'une masse unique difficile à manœuvrer, l'armée était divisée en plusieurs divisions autonomes, capables d'opérer séparément ou ensemble. Chaque division comprenait de l'infanterie, de la cavalerie et de l'artillerie. Elle pouvait tenir seule pendant plusieurs heures en attendant les renforts. Cette organisation donnait à Bonaparte une liberté de manœuvre extraordinaire. Il pouvait disperser ses divisions pour couvrir un large front, puis les concentrer rapidement au point décisif. À Rivoli, cette capacité à déplacer rapidement ses divisions a sauvé la bataille. Masséna a parcouru 148 km en 2 jours pour arriver au moment crucial. L'artillerie française était aussi supérieure à celle de ses adversaires. Bonaparte, ancien officier d'artillerie, savait mieux que quiconque utiliser ses canons. Il les concentrait au point d'attaque pour préparer l'assaut de l'infanterie. À Lodi, à Arcole, à Rivoli, l'artillerie française a joué un rôle décisif en brisant les formations ennemies avant l'attaque. Le système d'approvisionnement de l'armée française reposait sur un principe simple, vivre sur le pays conquis. Les soldats se nourrissaient des réquisitions imposées aux populations locales. Ce système avait l'avantage d'alléger considérablement les trains de bagages et permettait des marches plus rapides. Mais il avait aussi un inconvénient majeur. Il transformait l'armée en force d'occupation pillarde qui s'aliénait les populations. Bonaparte a essayé de limiter les excès en punissant sévèrement les pillages non autorisés. Mais il organisait lui-même le pillage systématique des villes conquises sous forme de contributions de guerre. Cette distinction entre pillage légal et illégal était perçue par les Italiens comme de l'hypocrisie. Les révoltes populaires contre l'occupation française ont commencé dès 1796 et ne cesseront jamais complètement. La campagne d'Italie a créé le mythe napoléonien. Avant mars 1796, Bonaparte était un général parmi d'autres, un jeune officier sans grand prestige. Après avril 1797, il était le héros de la France, l'homme qui avait sauvé la République, le général invincible. Ce mythe reposait sur des faits réels, les victoires incontestables, la conquête rapide de l'Italie, la paix imposée à l'Autriche. Mais il était aussi soigneusement cultivé par Bonaparte lui-même. Les bulletins qu'il publiait exagéraient systématiquement les effectifs ennemis et minimisaient ses propres pertes. Les batailles devenaient épiques, les victoires miraculeuses, les défaites temporaires se transformaient en triomphes. L'épisode du pont de Lodi est caractéristique de cette construction mythologique. Bonaparte a effectivement montré du courage en descendant sur le pont sous le feu ennemi. Mais les récits officiels ont transformé cet acte de bravoure en exploit surhumain. Selon la légende propagée par ces bulletins, Bonaparte aurait personnellement mené la charge, le drapeau à la main, défiant la mort. En réalité, la prise du pont a surtout résulté d'une manœuvre de flanquement bien exécutée. De même,
L'épisode du drapeau à Arcole a été largement embelli. Les peintres officiels ont représenté Bonaparte brandissant le drapeau tricolore sur le pont, menant ses troupes à la victoire. La réalité était plus prosaïque. Bonaparte avait effectivement pris un drapeau pour encourager ses hommes, mais l'attaque avait échoué et il avait failli se noyer dans les marais en battant en retraite. Ces embellissements n'enlèvent rien au talent militaire réel de Bonaparte, mais ils montrent qu'il comprenait parfaitement l'importance de l'image et de la propagande. Il ne suffisait pas de gagner les batailles, il fallait aussi contrôler le récit de ses victoires. Cette maîtrise de la communication politique sera une constante de tout son règne. Le culte de la personnalité qui se développe autour de Bonaparte en 1796-1797 préfigure l'Empire. Les soldats l'appellent le petit caporal avec affection. Les populations italiennes qui l'accueillent en libérateur organisent des fêtes en son honneur. À Paris, les journaux ne parlent que de lui. Le directoire commence à s'inquiéter de cette popularité excessive, mais ne peut rien faire. Bonaparte est l'homme du moment, celui qui sauve la France. Pour l'Italie, la campagne de Bonaparte marque un tournant historique. Avant 1796, la péninsule était divisée en de multiples États. Le royaume de Sardaigne, le duché de Milan sous domination autrichienne, les duchés de Parme et de Modène, les États pontificaux, les républiques de Gênes et de Venise, le royaume de Naples. Cette fragmentation politique durait depuis la fin du Moyen Âge. Bonaparte bouleverse cet ordre établi. Il crée la République cispadane en octobre 1796, puis la République cisalpine en juillet 1797, qui absorbe la première. Ces républiques sœurs de la France adoptent les institutions révolutionnaires françaises, constitution, assemblées élues, code civil, abolition des privilèges féodaux. Pour la première fois depuis des siècles, des États italiens sont organisés selon des principes modernes. Cette réorganisation politique s'accompagne d'un réveil nationaliste. Les intellectuels italiens voient dans ces républiques l'embryon d'une future nation italienne unifiée. Le drapeau tricolore vert, blanc, rouge, adopté par la République cisalpine, deviendra le drapeau de l'Italie, unifié en 1861. Les idées de liberté, d'égalité et de souveraineté nationale diffusées par les Français vont inspirer les mouvements patriotiques du XIXe siècle. Mais cette libération a un prix élevé. Les contributions de guerre imposées par Bonaparte ruinent l'économie italienne. Les œuvres d'art pillées ne reviendront jamais. Les réquisitions de vivres et de chevaux appauvrissent les campagnes. Les populations qui accueillaient les Français en libérateurs en 1796 les considèrent vite comme des occupants. Les révoltes anti-françaises commencent dès 1796. À Pavie, Lugo, Vérone, des soulèvements éclatent contre l'occupation. Bonaparte les réprime avec une violence calculée. Il fait fusiller les meneurs, brûler les villages rebelles, imposer des amendes collectives. Ces méthodes de contre-insurrection seront systématisées pendant l'Empire et appliquées dans toute l'Europe occupée. L'Église catholique devient un ennemi de la France. Le pillage systématique des biens ecclésiastiques, l'humiliation du pape, l'abolition des privilèges du clergé créent une hostilité durable. Le pape Pie VI, forcé de signer le traité de Tolentino, sera déporté en France où il mourra en 1799. Son successeur Pie VII sacrera Bonaparte empereur en 1804, mais les relations resteront conflictuelles. La destruction de la République de Venise en 1797 marque la fin d'un millénaire d'histoire. Venise, la Sérénissime, avait survécu aux invasions barbares, aux croisades, à l'expansion ottomane. Elle tombe sans combattre devant Bonaparte qui la traite comme une monnaie d'échange dans ses négociations avec l'Autriche. Cette liquidation cynique d'un État souverain choque l'Europe et révèle les véritables intentions de la France révolutionnaire. La campagne d'Italie établit les principes stratégiques que Bonaparte appliquera pendant toute sa carrière militaire. Ces principes vont révolutionner l'art de la guerre et seront étudiés dans toutes les académies militaires jusqu'à aujourd'hui. Le premier principe est la concentration des forces au point décisif. Bonaparte refuse de disperser son armée pour défendre partout. Il abandonne des positions secondaires pour concentrer toutes ses troupes là où se joue la bataille principale. À Rivoli, il dégarnit dangereusement ses autres positions pour rassembler tous ses hommes sur le plateau. Cette audace paie,
car il écrase l'ennemi avant que les autres fronts ne s'effondrent. Le deuxième principe est la rapidité d'exécution. Bonaparte ne laisse jamais à l'ennemi le temps de se remettre d'une défaite. Après Montenotte, il attaque immédiatement à Millesimo, puis à Dego. Après Lodi, il fonce sur Milan. Après Rivoli, il se retourne immédiatement contre Provera à Mantoue. Cette cadence infernale épuise les Autrichiens, qui n'ont jamais le temps de reconstituer leurs forces. Le troisième principe est l'exploitation systématique des victoires. Bonaparte ne se contente jamais d'avoir repoussé l'ennemi. Il le poursuit, le harcèle, cherche à le détruire complètement. Après chaque bataille, sa cavalerie traque les fuyards, capture les traînards, empêche toute retraite organisée. Cette poursuite impitoyable multiplie les effets de la victoire. Le quatrième principe est la manœuvre sur les arrières de l'ennemi. Bonaparte cherche constamment à couper les communications adverses, à menacer ses bases, à le forcer à se battre dans des positions défavorables. Le passage du Pô à Plaisance place les Français entre Beaulieu et Mantoue, obligeant l'Autrichien à fuir précipitamment. Ces principes ne sont pas entièrement nouveaux. Les grands capitaines de l'histoire les ont tous appliqués à un moment ou un autre. Mais Bonaparte les systématise et les applique avec une cohérence jamais vue. Il transforme des idées tactiques en doctrine stratégique complète. Son génie militaire réside aussi dans sa capacité à adapter ses plans aux circonstances. À Arcole, quand les attaques frontales échouent, il invente une ruse avec des trompettes pour faire croire à des renforts imaginaires. À Rivoli, quand la situation devient désespérée, il garde son sang-froid et attend patiemment l'arrivée de Masséna au lieu de battre en retraite prématurément. Cette flexibilité tactique combinée à une vision stratégique claire fait de Bonaparte un adversaire redoutable. Ses ennemis ne savent jamais ce qu'il va faire. Quand ils croient avoir deviné son plan, il a déjà changé. Quand ils pensent l'avoir piégé, ils trouvent une échappatoire. Cette imprévisibilité terrorise les généraux autrichiens habitués à une guerre réglée et prévisible. La campagne d'Italie marque aussi la fin d'un monde et le début d'un autre. L'ancien système européen basé sur l'équilibre des puissances et la légitimité monarchique a vécu. Un nouveau système émerge où la force militaire et la volonté révolutionnaire redessinent les frontières sans égard pour l'histoire ou les traditions. Les traités de Campo Formio violent tous les principes du droit international établi depuis la paix de Westphalie en 1648. Bonaparte crée et détruit des États souverains selon son bon vouloir. Il partage Venise entre la France et l'Autriche comme on partage un gâteau. Il crée des républiques fantômes en Italie qui ne sont que des satellites de la France. Il impose au pape des conditions humiliantes qui auraient été impensables quelques années plus tôt. Ce nouveau système international basé sur la force plutôt que sur le droit va caractériser toute l'époque napoléonienne. Les monarchies européennes vont tenter de résister, mais devront s'adapter. Elles vont moderniser leurs armées, réformer leurs institutions, adopter certaines méthodes françaises. La Prusse après sa défaite en 1806, l'Autriche après 1809, la Russie même vont entreprendre des réformes profondes inspirées du modèle français. Mais cette modernisation forcée crée aussi un sentiment national dans les pays occupés. Les Allemands, les Espagnols, les Italiens vont développer une conscience nationale en réaction à la domination française. Les guerres napoléoniennes, paradoxalement, vont créer les nations qu'elles prétendaient libérer. Le nationalisme qui triomphera au XIXe siècle est en partie un produit de la Révolution française et de l'Empire napoléonien. La campagne d'Italie révèle aussi les limites de la guerre révolutionnaire. Les Français arrivent en temps libérateur, mais se comportent en conquérants. Ils abolissent les privilèges féodaux, mais imposent des contributions de guerre écrasantes. Ils apportent les lumières, mais pillent les œuvres d'art. Cette contradiction entre les principes révolutionnaires proclamés et la réalité de l'occupation va poursuivre la France pendant tout l'Empire. Bonaparte incarne parfaitement cette contradiction. Il est à la fois l'héritier de la Révolution et son fossoyeur. Il exporte les principes de 1789, mais établit un pouvoir personnel absolu. Il crée des républiques, mais les soumet à sa volonté. Il parle de liberté, mais impose la dictature. Cette ambiguïté va caractériser tout son règne et explique pourquoi son héritage reste controversé aujourd'hui. Le 5 décembre 1797,
Bonaparte arrive à Paris après 18 mois d'absence. La capitale se prépare à célébrer ses victoires. Le Directoire organise une cérémonie grandiose au Palais du Luxembourg le 10 décembre. Des milliers de personnes se pressent pour voir le héros de l'Italie. Des discours sont prononcés, des drapeaux capturés sont présentés, des hymnes sont chantés. Talleyrand, le ministre des Relations extérieures, prononce un discours flatteur comparant Bonaparte au grand conquérant de l'histoire. Bonaparte répond avec une modestie calculée. Il attribue ses succès au courage de ses soldats, à la sagesse du Directoire, à la force de la République. Mais personne n'est dupe. Tout le monde sait que c'est lui seul qui a gagné ces victoires. Le contraste entre le jeune général triomphant et les membres vieillis du Directoire est frappant. Bonaparte a 28 ans, rayonne de vitalité et d'énergie. Les directeurs sont épuisés par les luttes politiques, discrédités par leurs échecs, impopulaires auprès du peuple. Ils comprennent que Bonaparte représente une menace pour leur pouvoir, mais ne savent pas comment l'éliminer sans provoquer une révolte. Bonaparte, de son côté, joue habilement la comédie républicaine. Il affiche sa simplicité, refuse les honneurs excessifs, se présente comme un simple serviteur de la République. Mais il observe attentivement la situation politique. Il voit la faiblesse du Directoire, les divisions entre les factions, l'impopularité du gouvernement. Il comprend que le moment n'est pas encore venu de prendre le pouvoir, mais que ce moment viendra bientôt. En attendant, il accepte le commandement de l'armée d'Angleterre qui se prépare à envahir la Grande-Bretagne. Mais après avoir inspecté les côtes et constaté la supériorité navale britannique, il abandonne ce projet. Il propose au Directoire une expédition en Égypte pour couper la route des Indes à l'Angleterre. Le gouvernement accepte avec soulagement. L'éloigner de France pendant quelques mois permettra peut-être de limiter son influence. L'expédition d'Égypte sera un échec militaire. Bonaparte abandonnera son armée et rentrera secrètement en France en octobre 1799. Mais cet échec ne ternira pas sa réputation. Au contraire, il trouvera une France encore plus déstabilisée, un Directoire encore plus discrédité. Le 18 Brumaire en 8, soit le 9 novembre 1799, il renversera le gouvernement avec l'aide de son frère Lucien et de Sieyès. Il deviendra premier consul, puis consul à vie en 1802, puis empereur en 1804. Tout commence véritablement en Italie entre mars 1796 et avril 1797. C'est là que Bonaparte devient Napoléon. C'est là qu'il prouve ses talents de stratège, de tacticien, de politique. C'est là qu'il construit son mythe, crée sa légende, forge son destin. Les 67 batailles qu'il livrera jusqu'à Waterloo en 1815 ne seront que la continuation de ce qui a commencé sur les routes poussiéreuses d'Italie quand un jeune général inconnu a transformé une armée de va-nu-pieds en la force militaire la plus redoutable d'Europe.